Il a affronté un cancer, il a passé plus d'1 an et demi en prison. L'insubmersible Lula est de retour. Âgé de 77 ans, l'icône de la gauche latino-américaine remporte de justesse la présidentielle. La vie des Brésiliens va-t-elle vraiment changer? Faut-il s'attendre à un tournant en matière de politique étrangère? Avec nous pour en parler, Hervé Terry, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes géographe, professeur à l'université de São Paulo. Avec nous également Gaspard Estrada, bienvenue également, directeur de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po. On commence avec vous, Gaspard Estrada. Silence radio de Jair Bolsonaro depuis la proclamation des résultats. Comment interprétez-vous ce silence, ce mutisme, lui qui d'habitude est prompt à réagir sur les réseaux sociaux notamment? Bon, je pense que ce qu'il est, c'est qu'il est isolé. Une bonne partie de ses soutiens ont reconnu la victoire de Lula, à commencer par le président de la Chambre des députés, Arthur Lira, le ministre également de la Maison civile de la présidence, le poste équivalent de Premier ministre, Ciro Nogueira, du même parti que Arthur Lira, a lui aussi appelé le président Lula pour garantir une transition apaisée. L'ancien juge Sergio Moro, qui a condamné Lula, a reconnu aussi cette défaite. Donc on voit bien que les alliés du président sortant s'accumulent et accumulent ses reconnaissances. Et donc de ce point de vue-là, Bolsonaro n'a plus grand-chose à faire quant à une éventuelle contestation du résultat. Et c'est ce qui provoque, de mon point de vue, ce silence. Et d'autant plus que toutes les capitales de ce monde, quasiment, en tout cas en Europe, en Asie, les États-Unis également, ont félicité Lula. C'est aussi pour couper l'herbe sous le pied à toute contestation de Jair Bolsonaro? Oui, probablement, parce que c'est un grand pays, donc ce serait normal qu'il y ait des félicitations. Mais cette unanimité à ce point-là, y compris de pays qui ont des relations assez lointaines, ça donne l'impression que c'est vraiment pour consolider l'idée que ça y est, c'est fait, l'élection n'est pas contestable. Y compris de pays conservateurs, en effet, on peut citer la Grande-Bretagne notamment, et le nouveau Premier ministre britannique. Gaspard Estrada, quoi qu'il arrive, il y a ces scènes de liesse, les feux d'artifice, lors de ce discours plein de promesses de Lula, mais on peut le dire clairement, on l'esquissait en première partie, le plus dur ne fait que commencer pour le futur président qui prendra ses fonctions le 1er janvier. Oui, il devra tout d'abord composer un gouvernement avec un congrès qui est à droite. Ce n'est pas une nouveauté. Lula a d'ores et déjà gouverné le Brésil avec un congrès à droite, surtout un congrès fragmenté. Donc de ce point de vue-là, il devra composer avec les différentes composantes de sa future majorité, qui va donc de la gauche radicale à la droite. Il faudra aussi qu'il prenne des initiatives économiques importantes. Il s'est engagé à augmenter le salaire minimum au-dessus de l'inflation. Alors justement, expliquez-nous quelle est sa marge de manœuvre. Est-ce qu'il peut, sur les questions sociales par exemple, vous disiez, je crois, 33 millions de Brésiliens ont faim. Est-ce qu'il a le pouvoir, en tant que président du Brésil, d'agir, ou est-ce que ces questions-là sont du ressort des États, des régions et plus locales? Non, il a le pouvoir d'agir. Le régime politique brésilien est un régime politique où le président dispose de prérogatives qui sont importantes, sauf qu'il évolue dans un système de partis qui est particulièrement fragmenté, notamment au Parlement, d'où ce besoin en permanence de négocier les termes de sa coalition, de sa majorité. Je pense qu'il y a un autre élément, c'est la question économique. Donc avec des comptes publics qui se sont dégradés sous la présidence de Bolsonaro, il aura donc à cœur, et c'est ce qu'il a dit récemment dans une tribune qu'il a publiée dans le journal Le Monde, une volonté d'attirer des investissements étrangers pour créer des emplois et donc relancer la machine économique parallèlement à cette politique volontariste en matière d'augmentation du salaire minimum. Quel est son plus grand défi selon vous, Hervé Terry? Remettre l'économie en marche, je pense, et puis réconcilier autant que possible un Brésil très polarisé. Ça, c'est une nouveauté. Enfin, c'est une nouveauté. C'est depuis 2013 que le Brésil a vraiment commencé à être polarisé, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais polarisé sur beaucoup les questions sociétales, notamment? Sociétales, religieuses, sur beaucoup de choses qui ne sont pas entièrement de l'économie. L'économie, il faut vraiment qu'il soit sur deux fronts en même temps, et puis se composer une majorité. Mais on va tout de suite le savoir, parce que on va tout de suite savoir comment ça va se passer, parce que la transition commence maintenant. Sur les questions sociétales, qu'est-ce qui va changer? Il faut déjà qu'il finisse de rassurer. Il a réussi de justesse à prouver qu'il n'allait pas fermer les églises et qu'il n'était pas l'ennemi des religions. Ça fait partie des points qui sont à traiter. Il faut aussi qu'il rassemble les différentes parties du pays qui ont voté de façon extraordinairement différente. Le Sud a voté d'une façon, le Nord-Est d'une autre. Il y a vraiment à reconstituer l'unité nationale.
La police, semble-t-il, a bloqué des militants de gauche prêts à voter. Bolsonaro a utilisé, vous le dites, les moyens de l'État afin de soutenir sa candidature. Est-ce que les 2 mois qui nous séparent de la prise de fonction peuvent être tendus au Brésil? Oui, on voit bien que jusqu'à présent, Bolsonaro n'a pas encore reconnu la victoire de son adversaire. Je pense que les gestes du président Lula ont été bons, c'est-à-dire il a tendu la main justement aux électeurs qui n'ont pas voté pour lui lors de ce deuxième tour. C'est le défi de sa présidence. Moi, si je dois caractériser ce gouvernement, c'est qu'il s'agira, je l'espère, d'un gouvernement de transition, d'une situation totalement anormale, d'un pays qui vit, je le dis, en dystopie, retrouver des institutions, une normalité démocratique, Ouais. mais ça ne sera pas simple. En même temps, j'ai envie de vous dire, ça ne sera pas simple, mais quelle que soit la situation, mettons que Jair Bolsonaro rejette ses résultats, avec ce qu'a vécu Lula, il n'y a plus aucun obstacle qui peut l'amener vers cette présidence. Non, il n'y a aucun obstacle, mais ce qu'il faut, c'est faire en sorte de recoudre ce consensus social, ce fait de vivre ensemble. Ouais. On voit bien qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui, compte tenu de cette polarisation politique que Hervé décrivait auparavant. Alors, contrairement à ce qu'on entend, Lula n'a jamais été innocenté. Je crois que c'est un vice de procédure. Est-ce qu'il est crédible pour diriger le pays? Une précision. Oui, non, là, je suis très, très ferme. Ce qu'on appelle le vice de procédure touche sur le fond. Et pas sur la forme, ouais. Non, moi, je suis très, très... J'ai étudié le dossier, j'ai même publié des articles à ce sujet. Ouais. Et sur le fond, Lula a été condamné pour des faits indéterminés. Et ça, c'est dans la condamnation du juge Moro. Oui, donc vice de forme, mais qui touche vraiment sur le fond et le cœur. Donc on ne peut pas parler d'innocenté ou pas innocenté, c'est ce que vous dites. Je dis qu'il a été innocenté. Ouais. Et que sur le fond, même sa condamnation. En tout cas, poursuivi pour quelque chose qui n'existe pas, c'est ce que vous nous dites, c'est ça, effectivement, pour être précis. Mais pour autant, est-ce que dans l'esprit des Brésiliens, y compris d'ailleurs de gauche, il peut être crédible? On sait qu'il y a quand même eu cette affaire de Lava Jato, notamment, qui lui a beaucoup causé de tort au niveau de la réputation. De son parti, pas de lui personnellement. Ouais. On sait qu'il n'a pas mis d'argent dans sa poche. Et à rigueur, fait quelques le Parti des travailleurs. Parti travailleurs, oui. On n'a pas beaucoup entendu ce nom d'ailleurs. Est-ce qu'il essaie de s'en dissocier? Non, il n'essaie pas de s'en dissocier, mais il a dit publiquement, et devant la présidente, que son gouvernement ne serait pas un gouvernement du Parti des travailleurs, c'était un gouvernement de coalition. Donc il y a eu une corruption globale, mais pas personnelle. Donc en fait, évidemment, les gens qui sont contre lui, on le traite de voleur, le traite tout ce qu'on veut, mais juridiquement, ça ne tient pas. Lula 3 ressemblera-t-il vraiment à Lula 1 et Lula 2? Le monde a changé, le contexte international a changé, il y a la crise de l'énergie notamment, il y a l'urgence climatique notamment, il y a toute la question de la forêt amazonienne. Est-ce que Lula 3 peut ressembler aux 2 précédents mandats? Sur certains points, oui. Le Brésil n'a pas de problème énergétique, il a ce qu'il faut. Il n'a pas de problème alimentaire, il a ce qu'il faut. Il n'a pas de problème institutionnel. Il n'a pas de problème alimentaire, mais il y a 33 millions de Brésiliens qui ont faim. Parce qu'il manque d'argent, pas d'aliments. Et donc c'est ça, c'est la première chose qu'il a dite. Il faut que les gens mangent et il faut qu'on arrête de saccager l'Amazonie. C'est les 2 premières choses qu'il a dites. Et j'étais présent quand il a pris ses fonctions en 2003. C'est la première chose qu'il avait dite aussi. Je veux que les Brésiliens fassent 3 repas par jour. Les repas et donc sauver l'Amazonie. La Norvège a très très vite réagi. La Norvège va redémarrer sa collaboration avec le Brésil contre la déforestation. De quoi s'agit-il? C'est un fonds qui s'appelle le Fonds Amazonie qui avait été créé donc, par Lula avec les gouvernements norvégien et allemand, et qui vise justement à donner des ressources financières, notamment aux ONG et aux institutions qui travaillent en Amazonie. Ce fonds a été bloqué en 2019 suite à l'arrivée de Jair Bolsonaro, et une des priorités de Lula, c'est de faire en sorte que ce fonds se développe pour mettre fin justement à la déforestation de l'Amazonie. Le Brésil redevient plus fréquentable aujourd'hui, et si oui, quelle peut être sa voix, sa portée? On sait par exemple que il y a eu des propos très commentés et polémiques de Lula sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il avait mis sur un même pied Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky en parlant de tort partagé. Oui, je pense que le Brésil revient sur la scène internationale après ce mandat de Bolsonaro où le Brésil était quasiment un paria. Personne ne parlait n'échangeait, ne visitait le Brésil. Lula a cette expérience de leader qui a contribué à la création du G20. Il est vrai, le monde a changé. Il fait partie des BRICS, mais des BRICS affaiblis quand même économiquement. Absolument, et surtout de cette rivalité entre la Chine et les États-Unis. D'où cette volonté du président Lula de nouer un partenariat stratégique avec l'Union européenne
en tout cas c'est sa volonté, il l'a dit publiquement, ça passerait par une renégociation des termes du traité de libre-échange entre le Mercosur et l'Union européenne. C'est son souhait, on ne sait pas si cela va aboutir, mais il est clair qu'aujourd'hui Lula veut redevenir un acteur central sur la scène internationale. On verra comment il pourra mettre en musique cette ambition, justement du fait de cette évolution de la situation internationale et notamment de cette guerre en Ukraine où manifestement il n'a pas encore pris position de manière très claire. Ouais. L'icône de la gauche latino-américaine, entre guillemets, qui l'emporte face au Donald Trump des tropiques, entre guillemets, là également, des expressions qu'on a beaucoup entendues. Est-ce qu'il est de gauche ou il est de gauche radicale, Lula ? Je pense que les étiquettes droite-gauche en Amérique latine, en général, ça marche très très mal. Ouais. C'est vraiment une vision française. Mais est-ce que vous direz que, vu le contexte, forcément, il va devoir revoir sa politique, être moins ambitieux peut-être, plus centriste ou pas ? C'est un animal politique qui s'adapte aux circonstances à chaque fois. Et donc, il va faire ce qui est possible. Il a des principes, il les a prouvés puisqu'il a été 8 ans au pouvoir. Donc, je pense qu'il va prendre des positions nationalement, internationalement, mais pas trop d'étiquettes, s'il vous plaît. Ouais, et juste parce qu'il nous reste... Ouais. L'exemple, Lula est très proche, on le sait, de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi ami de Nicolas Sarkozy. Donc, de ce point de vue-là... Lula, ami de Nicolas Sarkozy. Ah si, il a même affirmé publiquement, il a même reçu Nicolas Sarkozy à Brésil lorsqu'il était président. Quand il est sorti de prison en 2020, Lula est allé rendre visite à Nicolas Sarkozy. Et alors là, je vais être un peu dur avec vous, on a 30 secondes. Vous me dites oui et non, chacun de vous. L'armée brésilienne, ce soir, elle est contente ou elle n'est pas contente ? Je pense qu'elle n'est pas contente, mais elle ne va pas protester visiblement. Elle est soulagée. Merci beaucoup. Pas le même point de vue, soulagé. Merci à tous les deux d'être venus nous éclairer. Bien entendu, on aura l'occasion de revenir sur la situation au Brésil, d'autant plus que celui qui a perdu, Jair Bolsonaro, n'a toujours pas réagi et reconnu sa défaite.